Fumée noire au-dessus des toits blessés de Notre-Dame, le cœur de Paris s'est effondré ce lundi soir. La cathédrale célébrée par Victor Hugo, l'une des plus grandes d'Occident, est depuis son origine l'un des monuments les plus emblématiques de la ville et mondialement connu. L'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris est totalement éteint, mais les pompiers continuent de surveiller les structures, leurs mouvements. Il leur aura fallu plusieurs heures pour venir à bout des flammes qui ont fait craindre à un moment de voir la structure s'effondrer. La cathédrale de Notre-Dame de Paris, très gravement endommagée par un incendie, nous la rebâtirons, a affirmé ce lundi soir Emmanuel Macron, jugeant que le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Le pire a été évité. Cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Une enquête a été ouverte du chef de destruction involontaire par incendie, a précisé dans la soirée le parquet de Paris. Dès ce lundi, plusieurs responsables étrangers ont en effet fait part de leurs émotions. Le Vatican a de son côté exprimé incrédulité et tristesse. Tayeb Belaïz, un fidèle du président Abdelaziz Bouteflika, qui a lui-même démissionné le 2 avril sous la pression conjuguée de l'armée de la rue, a prévenu le Conseil constitutionnel qu'il avait présenté sa démission au chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, selon la télévision. Le Conseil constitutionnel est notamment chargé de valider les candidatures à la présidentielle contestée fixée au 4 juillet pour élire un successeur au président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika et de veiller à la régularité des opérations de vote. Les contestataires qui ont obtenu début avril le départ de Bouteflika après 20 ans de règne réclamaient désormais notamment le départ des 3B. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Noureddine Bedoui et Belaïz. Le président du Conseil constitutionnel est notamment chargé par la Constitution d'assurer l'intérim à la tête de l'État en cas de démission de Ben Salah. Ancien magistrat, ministre de façon quasi ininterrompue depuis 16 ans, Belaïz, 70 ans, avait été nommé le 2 février à la tête du Conseil constitutionnel par Bouteflika pour remplacer Mourad Medelsi, décédé. Il avait déjà présidé le Conseil constitutionnel de mars 2012 à septembre 2013. Cette démission intervient au premier jour d'une révision exceptionnelle des listes électorales qui doit durer une semaine dans la perspective de la présidentielle du 4 juillet. Des magistrats et des maires ont d'ores et déjà indiqué qu'ils boycotteraient la supervision de cette étape importante avant l'organisation du scrutin. De violents combats opposent depuis le 4 avril en banlieue sud de Tripoli les forces du gouvernement d'union nationale, reconnues par la communauté internationale, à l'armée nationale libyenne, autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui souhaite s'emparer de la capitale. Au moins 147 personnes ont été tuées et 614 autres blessées depuis le lancement de cette offensive, selon un nouveau bilan rendu public lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Dans le même temps, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a fait état sur Twitter de plus de 18 000 personnes déplacées par les combats, dont 6 000 ont pu bénéficier d'une aide. L'Organisation mondiale de la santé a appelé lundi toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter de s'en prendre aux hôpitaux, aux ambulances et au personnel de santé. Le Haut-Commissariat aux réfugiés a de son côté indiqué sur son compte Twitter avoir délivré du matériel médical d'urgence au ministère de la Santé pour venir en aide aux victimes dans les zones les plus touchées au sud de la capitale. En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser des civils.
La police restreint de plus en plus la liberté d'action des manifestants, sauf le vendredi, jour de repos hebdomadaire en Algérie et de mobilisation monstre depuis près de 2 mois. Le mardi précédent, les policiers avaient pour la première fois depuis le début du mouvement tenté de disperser une manifestation d'étudiants ne se contentant pas de l'encadrer. Libérer l'Algérie, le peuple veut qu'ils partent tous, clament les étudiants à l'adresse des dirigeants algériens issus de l'appareil mis en place par le président Abdelaziz Bouteflika, dont la contestation a obtenu la démission. Depuis la rentrée des vacances universitaires début avril, des mouvements de grève ont débuté dans plusieurs campus. Les étudiants de plus d'une dizaine d'universités ont indiqué que leur établissement était en grève, reconductible chaque fin de semaine, afin d'exiger le départ de l'ensemble du système au pouvoir. Les étudiants algériens veulent un gouvernement de transition, peut-on lire sur une banderole. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a annoncé l'organisation d'un scrutin présidentiel le 4 juillet prochain pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril dernier sous la pression conjuguée de l'armée et de la rue. Pour les contestataires algériens, le maintien à la tête de l'état des structures et personnalités issues du système mis en place par Bouteflika durant les 20 ans qu'il a passé au pouvoir ne permettent pas de garantir un scrutin libre et équitable. Soumis lundi soir par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur la Libye réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli ne fait toujours pas l'unanimité selon des diplomates à l'ONU. Depuis le début, le 4 avril, de son offensive, l'armée nationale libyenne ANL, autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar, piétine au sud de la capitale, même si elle proclame quotidiennement des percées. Les combats ont fait en 2 semaines au moins 189 morts, parmi lesquels des civils, 816 blessés et plus de 18 000 déplacés, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le criminel Haftar a commis une agression barbare dans les quartiers de Wastil et d'Al-Antissar, ce qui montre qu'il est un criminel. Si une personne a une once d'humanité, il ne ferait pas ce qu'il a fait. Mais je dis à tout le monde qu'il sera jugé. Nous présenterons tous les documents à la Cour pénale internationale, l'accusant d'être un criminel de guerre et de commettre des crimes contre l'humanité. Nous, les Libyens, serons forts devant ce criminel. L'ANL du maréchal Haftar a toutefois démenti être à l'origine des tirs et dénoncé des actes terroristes. Dans un communiqué, le commandant général de l'ANL a accusé des milices terroristes qui contrôlent la capitale de tirer aveuglément des roquettes de type Grad et des obus sur la ville. Mardi, le procureur de la CPI Fatou Bensouda a prévenu qu'elle n'hésiterait pas à élargir ses enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Libye. 4,4 milliards de dollars, c'est le montant de l'investissement sur la période 2019-2025 annoncé mardi par la BAD pour le développement de l'Afrique centrale. Dans un communiqué rendu public au lendemain de l'adoption par son conseil d'administration d'une stratégie d'intégration régionale pour l'Afrique centrale, la Banque africaine de développement a annoncé que 30 opérations régionales, principalement pour renforcer les infrastructures régionales, bénéficieront de ce financement. Les investissements viseront aussi à soutenir le développement des échanges commerciaux intra-régionaux et des investissements transfrontaliers dans la zone des 7 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Cameroun, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, République démocratique du Congo, peuplée de 130 millions de personnes, mais dont la croissance économique demeure faible malgré son potentiel. Le taux de croissance en Afrique centrale a doublé en 2018 à 2,2% contre 1,1% en 2017, mais il est resté inférieur à celui de la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 3,5%.
La région dispose pourtant de ressources pétrolières importantes, de réserves de métaux précieux et de minerais, d'énormes ressources transfrontalières en eau et du plus grand potentiel hydroélectrique du continent. Mais elle est confrontée au cercle vicieux de l'instabilité et de la précarité, de la faiblesse des capacités humaines et institutionnelles et du déficit en infrastructures dans les secteurs des transports, de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication. C'est désormais officiel. Le premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie a été fixé au 22 juin prochain selon un décret présidentiel qui prévoit un éventuel second tour au 6 juillet. La publication du décret ouvre la période officielle de dépôt de candidature qui s'achève le mercredi 8 mai prochain. Il faut dire que plusieurs candidats se sont déjà déclarés, dont celui du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Face à lui, l'ancien chef du gouvernement Sidi Mohamed Ould Boubacar, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Da Ould Abed et l'opposant historique Mohamed Ould Mouloud ont fait acte de candidature. À l'échéance du dépôt des candidatures, une liste provisoire sera publiée par le Conseil constitutionnel, accordant 48 heures pour les recours, au terme desquels la haute juridiction aura encore 2 jours pour publier une liste définitive. La campagne pour le premier tour va durer 2 semaines, du 7 au 20 juin prochain. Ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014, Mohamed Ould Abdelaziz ne peut se représenter au terme de son second mandat qui s'achève au mois d'août prochain. Alors qu'elle prenait part au premier sommet régional du WEFI, l'initiative pour le financement de l'entrepreneuriat féminin, Ivanka Trump a annoncé ce mercredi en Côte d'Ivoire une aide de 2 millions de dollars pour les caisses d'épargne de femmes dans le secteur du cacao. Les 2 millions de dollars promis permettront de créer 300 caisses d'épargne solidaires pour les femmes dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et permettront aussi à 500 caisses déjà existantes d'avoir accès au marché financier. Il ne s'agit pas d'une question de femmes, mais de la croissance et de la prospérité des nations, de la sécurité des pays. Et c'est un enjeu humain. Quand l'Afrique saura faire valoir pleinement ses femmes, elle volera avec 2 ailes. Les voix des femmes ne seront plus entendues à l'arrière-plan. Leur esprit d'entreprise sera très visible et leur détermination à prospérer et à réussir sera tout simplement inébranlable. Quand les femmes gagnent, l'Afrique gagne. Les participants au sommet ont exhorté les États à engager des réformes juridiques et réglementaires pour proscrire toute discrimination dans l'accès aux services financiers fondés sur le sexe ou la situation matrimoniale. Lever les restrictions au travail des femmes, en particulier dans l'agriculture. Conférer les mêmes droits aux femmes et aux hommes en matière de propriété. Fille et conseillère du président américain Ivanka Trump achevait mercredi un séjour de 2 jours en Côte d'Ivoire où elle a rencontré le vice-président Daniel Kabla-Duncan après avoir passé 2 jours en Éthiopie pour promouvoir le programme WGDP, un programme mis en place en février 2019 qui vise à aider à l'autonomisation économique de 50 millions de femmes dans le monde d'ici 2025.